C'est l'heure du second débat de ce sens public, volontairement décalé de l'actualité du jour, direction la Syrie, plus de 4 mois après la chute du dictateur Bachar al-Assad. Les islamistes qui ont provoqué sa fuite ont-ils accaparé le pouvoir? Quelle place laissent-ils aux minorités kurdes, chrétiennes, alaouites? Les femmes voient-elles leur liberté se réduire? Avant d'en débattre, on vous raconte comment ce nouveau régime tente de se faire accepter, notamment sur la scène internationale. Jonathan Dupriez. Le 29 mars, la télévision syrienne retransmet en grande pompe le début d'une nouvelle ère. Le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, annonce la formation d'un nouveau gouvernement. 23 ministres, dont une femme, un nouvel exécutif de fidèles qui se veut plus moderne et inclusif, déterminé à rompre avec le règne de Bachar al-Assad. Honorables citoyens, c'est le moment où nous annonçons la formation du premier gouvernement et c'est un témoignage de notre volonté commune d'édifier un nouvel État, un État fort et stable qui place les intérêts du pays et de ses citoyens au premier rang de ses priorités. Les nouvelles autorités font face à un défi immense, réunifier et reconstruire un pays à genoux après 14 ans de guerre civile. Ahmed al-Shara, aux manettes d'un régime de transition pour les 5 ans à venir, se sait scruté par la communauté internationale. L'Europe, encore frileuse, veut notamment s'assurer que cet ancien djihadiste est désormais un dirigeant fréquentable. J'ai souligné lors de mes entretiens avec le gouvernement de transition qu'il lui appartient désormais de veiller à ce que les paroles deviennent des actes, de veiller à contrôler les groupes extrémistes dans ses rangs et que les responsables des crimes soient tenus responsables de leurs agissements. Une référence au massacre du début mars dans l'ouest du pays, ayant fait 1500 morts parmi les civils. Des victimes, en majorité issues de la minorité alaouite, dont est issu le clan Assad. Ahmed al-Shara a promis de poursuivre les responsables et créer une commission d'enquête. La commission a rencontré des centaines de membres de famille et de témoins sur place et a examiné 9 sites où ont eu lieu les exactions dont ils ont été victimes. À ce jour, elle a recueilli plus de 95 témoignages dans le respect des principes et des normes juridiques. Dans sa quête de normalisation, Ahmed al-Shara opère surtout un rapprochement avec certains de ses voisins. La Turquie, mais aussi le Liban ou les monarchies du Golfe. Pour sa première visite officielle hors de Syrie, le nouveau maître de Damas s'est rendu à Abu Dhabi, puis à Doha. Le dirigeant, en quête d'appui politique et de financement, pour réhabiliter les infrastructures syriennes dévastées par la guerre. La Syrie, un pays au bord de l'implosion, c'est la question qu'on se pose dans ce débat avec Ala Kodmani. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste franco-syrien à la Libération, spécialiste du Moyen-Orient. Karim Emile Blittard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis. Galaël Fenwick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Éditorialiste de politique internationale chez nos confrères de LCI, ancien correspondant à Washington, mais aussi à Jérusalem. Et évidemment, Sophie Dravinel, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. On va revoir cette carte de la Syrie. Elle va beaucoup nous accompagner pendant ce débat bordé par la Turquie, le Liban, Israël, la Jordanie et l'Irak. Et vous le voyez, dans le nouveau gouvernement, on ne contrôle pas tout le territoire. Il y a au nord cette zone contrôlée par l'armée turque que vous voyez en bleu. Il y a aussi le tiers du pays dominé par les Kurdes. Au sud-ouest, dans le prolongement du plateau du Golan, la zone sous contrôle israélien. Et puis il y a aussi les zones, les territoires des minorités alaouites qu'on vous a mis au nord-ouest en vert. Vous revenez de Syrie, à la Kodmani, c'était la semaine dernière. Quand on voit cette carte, il contrôle quoi, le nouveau pouvoir? Est-ce qu'il y a encore des poches de résistance de l'ancienne armée de Bachar al-Assad? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on en sait? Non, pour le moment, l'ancien régime est pratiquement disparu, Oui. Du moins en apparence. Les territoires, ils contrôlent. Ils contrôlent les grandes villes, c'est certain, Damas, Alep, Homs, etc. Mais ce n'est pas tellement une question de territoire à contrôler ou pas. C'est surtout de domination, de contrôle réel. Parce que, bon, ils n'ont pas assez d'hommes. Les hommes qu'ils ont, on n'arrive pas tous à les payer, ce qui est un énorme problème. Et ils sont débordés par toutes sortes de milices et de groupes armés dont on ne sait pas très bien qui ils sont, mais bon, qui sont le résultat de 14 ans de guerre où
tout le monde est armé. Oui, et ça ne s'efface pas évidemment d'un claquement de doigts en quelques mois. On peut évidemment le comprendre. Et puis il y a, Karim Emile Bitar, ces deux puissants voisins là, que sont la Turquie et Israël. Est-ce qu'on peut parler d'un pays un peu pris en étau d'une certaine façon ? Absolument, c'est un pays où les guerres par procuration vont probablement perdurer. Il y a la Turquie dont l'appétit continue de grandir. M. Erdogan a joué un rôle décisif dans la chute du régime syrien. Il y a Israël qui occupe une partie de plus en plus significative du territoire syrien. Mais il y a aussi d'autres puissances. L'Iran et la Russie sont déterminés à protéger leurs intérêts en Syrie. Et l'Arabie saoudite revient en force. Elle a accepté cette semaine de régler une partie des dettes syriennes. Et le coût de la reconstruction sera extrêmement élevé, donc à moins d'un modus vivendi entre toutes ces puissances, à moins qu'elles ne parviennent à se partager le gâteau de la reconstruction comme elles s'étaient partagées pendant la guerre, les différentes régions du Syrie, il est à craindre qu'il faudra pas mal de temps pour que la Syrie retrouve son équilibre. On va évidemment se concentrer et passer pas mal de temps sur ce nouveau pouvoir et voilà, il y a beaucoup d'interrogations encore. On va parler de la composition du gouvernement, de la personnalité du président par intérim. Comment vous le qualifiez, vous, Gallagher Fenwick, ce nouveau pouvoir quand même dominé par des islamistes? Non, bien sûr, il faut réussir justement à poser des mots sur ce qu'il incarne éventuellement et on va le faire à mesure qu'on va peut-être passer en revue certains des membres de son gouvernement et la manière dont il opère. Moi, je propose un terme qui est une sorte d'islamo-démocrate, c'est bancal et c'est maladroit, mais ça permet, si vous voulez, de commencer à dessiner un horizon. C'est pas les talibans d'Afghanistan. Enfin voilà, je suis volontairement un peu caricatural, mais pour qu'on comprenne bien, il y a des différences. Il y a un passé, il y a un CV, mais il y a aussi un présent et il y a des actes qu'il a posés qui sont très concrets, avec une transition sur 5 ans, des ministres qui représentent la quasi-totalité des communautés présentes sur le territoire, druzes, chrétiens, sunnites bien sûr, alaouites également. Et puis il y a, et c'était très bien montré dans le sujet, les mains tendues dans la région, et puis un étranger proche et parfois moins proche, nous les Européens, qui lui rend visite. Et c'est l'occasion de ces rencontres, de ces conversations, de voir ce dont il ressort. Mais vous l'avez bien dit, et c'est ce qu'on sent, c'est que tout cela est quand même toujours très fragile. Je termine juste en disant que ce qui reste vrai aujourd'hui est le côté le plus fascinant de ce que Ahmed al-Shara a entrepris, c'est-à-dire un contraste entre ses effectifs et ses moyens réels, mais une prise de pouvoir qui s'exerce à l'échelle du pays, et un régime qui l'a fait totalement tomber, qui l'a renversé, avec des moyens quand même très limités. Alors on va l'écouter, ce président par intérim, Ahmed al-Shara, fin mars, juste après la nomination du gouvernement. Écoutez. Hier, nous avons annoncé un nouveau gouvernement. Nous avons fait de notre mieux pour choisir les personnes les plus qualifiées en tenant compte de l'élargissement de la répartition et des provinces. Nous avons également tenu compte de la diversité de la société syrienne. Nous avons rejeté les quotas, mais nous avons opté pour la participation. Le changement et l'amélioration sont notre objectif et la construction est notre objectif. Nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde. Chaque mesure que nous prenons ne fera pas consensus, c'est normal. Que dire de ce nouveau gouvernement à la Kodmani? Peut-être comment ça a été reçu par les Syriens que vous avez rencontrés? Est-ce qu'il est aussi ouvert qu'Al-Shara veut bien le dire? Alors, en apparence, oui. En apparence, oui. Il y a des compétences diverses. Il y a effectivement des ministres de toutes les communautés. Il y a des gens vraiment très compétents, avec des CV assez... cela dit, les ministères régaliens restent aux mains des plus fidèles, du cercle le plus fermé, c'est-à-dire les affaires étrangères, l'intérieur, la défense, etc. Là, on est complètement dans le noyau dur, donc pas de diversification. Après, ce sont des technocrates, oui, qui peuvent... La question, c'est surtout, les gens attendaient ce gouvernement, bien sûr, c'était une étape importante.
Surtout qu'il a été présenté, là on voit Chara dire les intentions, mais bon, il y a eu quand même tout un scénario, enfin un spectacle où chaque ministre passait... ah oui, donc c'était à la télévision, oui, c'est ça? C'était un truc public. Et chaque ministre venait et présentait quoi, sa feuille de route, c'est ça? Exactement. Ouais, je suis heureux de machin, moi je m'occupe des affaires de l'industrie, etc. Ouais. Et donc bon, il y a eu un petit peu... Et ça, ils aiment beaucoup, hein, c'est un truc de com', ils sont très forts là-dedans, pour essayer, genre, on associe tout le monde, c'est le gouvernement du peuple, on est là pour le peuple, enfin... Mais bon, après, le problème, c'est est-ce que ce gouvernement, ces ministres, auront des prérogatives et pourront vraiment gouverner ou s'occuper réellement de leurs affaires. Ouais. Et puis, alors, il y a effectivement les différentes confessions, les différentes minorités qui sont peut-être représentées, mais enfin, il y a peu de temps ces massacres début mars des Alaouites, Karim Emile Bitar. À quel point ça a traumatisé la société syrienne ? Le trauma est profond. Ce qui va déterminer l'avenir de la Syrie, c'est d'abord les guerres par procuration, les proxy wars que nous avons évoqués, mais aussi les culture wars, c'est-à-dire les affrontements sur la question des valeurs. Et quand on voit un sondage récemment paru par The Economist cette semaine, on voit que c'est là que les Syriens sont le plus divisés. Si vous prenez les chrétiens, les Kurdes, les Alaouites, les Druzes, plus de 85% veulent un système juridique laïque, mais chez les sunnites, la proportion s'inverse. Donc la grande question pour la Syrie de demain sera comment parvenir à faire vivre ensemble des populations qui n'ont pas exactement la même vision. Et ça a toujours été le défi de la Syrie, d'une certaine façon. Et malheureusement, cela ne s'est réglé que par l'autoritarisme. Aujourd'hui, une expression qui revient, c'est celle de salafisme technocratique, pour qualifier M. Al-Shara. Le Financial Times lui a consacré un portrait très approfondi, assez intéressant, montrant que oui, il était pragmatique, ambitieux, réaliste, mais qu'il pourrait également devenir un homme fort, un nouveau dictateur. Redevenir à l'ancien régime. Le fait qu'il ait dit qu'il faudra au moins 4 ans pour des élections, 5 ans pour une constitution, c'est pas très bon signe. Oui, alors effectivement, on va écouter, tiens, là-dessus, à propos de cette constitution, c'était le 13 mars dernier, la Syrie qui se dote d'une nouvelle constitution, avec cette idée d'encadrer la phase de transition qui est prévue pour 5 ans. Écoutez. La déclaration constitutionnelle stipule un large éventail de droits et de libertés, notamment la liberté d'opinion, d'expression, de la presse, tout en sauvegardant le caractère sacré de la vie privée, déclarant ainsi un équilibre entre les libertés. La phase de transition a été fixée à 5 ans, comme c'est le cas dans de nombreux pays sortant d'un conflit interne ou externe. Mais alors, si on rentre dans le détail, Galère Fennoui, cette nouvelle constitution, elle accorde au président Al-Shara les pleins pouvoirs dans les domaines législatifs, exécutifs et judiciaires. Donc, quel usage va-t-il en faire ? C'est la vraie question. Oui, et en même temps, il y a cette justification, alors légitime ou non, si vous voulez, d'un pays qui sort de 54 ans d'une dictature sanguinaire, Al-Assad, père et fils, et donc faire basculer dans un autre système ce pays, ça n'est pas rien. Ça prend du temps, ça demande effectivement une main forte sans doute, une adhésion aussi d'une grande partie de la population. Ça veut dire qu'il doit passer des accords. Ça a été fait entre des représentants communautaires et dans différentes grandes localités du pays. Mais encore une fois, ça reste très très fragile. Tout à l'heure, Hala parlait de la nécessité de pouvoir payer les fonctionnaires. Et ça nous amène sur l'un des sujets les plus fondamentaux et cruciaux, c'est la levée des sanctions, si vous voulez. Alors, le chapitre économique, on y vient vraiment dans un très court instant, mais je voudrais savoir s'il est populaire, ce président. Est-ce que les Syriens sont toujours reconnaissants, finalement, lui sont reconnaissants d'avoir fait tomber Bachar, quoi. Reconnaissants, certainement. Oui. Là, j'ai entendu peu de regrets, ça, c'est sûr. Y compris dans la communauté alaouite qui n'a pas de regrets, mais qui est juste vit dans la terreur pour l'instant. C'est différent. On rappelle que Bachar el-Assad était membre de cette communauté. La population syrienne, aujourd'hui, veut vraiment vivre comme elle ne vit plus depuis des années. C'est-à-dire que là, les exigences des gens, les demandes sont vraiment très primaires. Alors, il y a eu le problème de l'électricité, il est presque réglé, merci Qatar. Grâce au gaz liquide, maintenant, il y a 7 à 8 heures d'électricité dans les maisons et ça change la vie de beaucoup de familles. Mais
le manque, la pauvreté est terrifiante. En plus, la lutte contre la corruption, malheureusement, a des effets néfastes parce que ces pauvres fonctionnaires qui se faisaient des bacs chiches complétaient leur fin de mois. Maintenant, ils n'ont plus, donc ils se sont encore appauvris. Mais bon, la revendication, à la limite, oui, démocratie, oui, élection, oui, mais c'est vraiment, j'ai pas du tout eu l'impression que c'était prioritaire pour une majorité de Syriens. Maintenant, on veut la consommation être quotidienne, éclairé, avoir la sécurité, bien sûr, sécurité et surtout des moyens pour vivre. Ouais. Alors justement, si on parle d'économie, vous disiez tout à l'heure, Karim El-Bitar, que l'Arabie Saoudite, c'est ça, avait réglé une partie de la dette syrienne. Si on parle de reconstruction, parce que c'est un pays qui est dévasté par plus d'une décennie de guerre, ça pourrait coûter combien, la reconstruction du pays? Les chiffres évoqués par les Nations Unies et la Banque mondiale évoluent entre 250 et 400 milliards de dollars. 250 et 400 milliards. C'est l'équivalent de 15 ans de PIB. C'est énorme pour un pays comme la Syrie. Des économistes syriens me disent que c'est un chiffre peut-être exagéré, qu'on pourrait déjà, avec 60 milliards, commencer par jeter les bases d'une nouvelle Syrie. Mais tout cela dépendra de la bonne volonté des pays voisins. Si tout le monde joue le jeu, et le ballet diplomatique cette semaine a été impressionnant. Le Qatar a organisé une réunion. Il y a 2 jours, M. Al-Sharar a reçu le Premier ministre libanais. C'était également une scène symbolique que personne n'aurait imaginée il y a 6 mois. Parce qu'il y a 6 mois, l'un était président de la Cour internationale de justice, l'autre était encore considéré comme un disciple de Ben Laden. Et là, il se retrouve dans un sommet. Et pour la première fois depuis 1920, la Syrie reconnaît la souveraineté, l'intégrité territoriale du Liban. C'est quand même quelque chose de significatif, avec le soutien saoudien, américain, qatari, turc. Donc il y a des astres qui sont alignés, mais énormément de frustration. Vous évoquiez l'attitude des Syriens. Les sondages doivent être pris avec des pincées de sel, mais le dernier sondage dit qu'il a 80% de taux de satisfaction, ce qui ferait pâlir d'envie beaucoup de leaders occidentaux. Par contre, ça varie énormément entre Idlib, son ancien fief, où il est à plus de 95%, et la zone alawite comme Tartous, où au contraire, ils sont extrêmement inquiets. Mais en général, les Syriens demeurent optimistes pour leur avenir. Ils en ont fini avec le système pénitentiaire. Ils sont peut-être inquiets sur des tas de choses, mais la parenthèse d'optimisme ne s'est pas encore close, même si les massacres laissaient augurer d'éventuels troubles pouvant mettre un terme à cette expérience. Ouais. Je reste sur l'économie. Si on parle de centaines de milliards de dollars, évidemment, ça attire des convoitises. Il y a déjà, Galera Fenwick, certains des pays dont on parle qui se disent qu'il y a là du business à faire, quoi, très cyniquement. Non, bien sûr, les pays du Golfe sont très intéressés. Et je parlais tout à l'heure de la question de la levée des sanctions. Les Américains, encore une fois, ont en partie les clés. C'est-à-dire en les maintenant en place, ils empêchent par exemple le Qatar, mais vraiment de manière très concrète, de payer en dollars les fonctionnaires syriens. Donc à l'État de fonctionner et de pouvoir remplir ses missions régaliennes. La première d'entre elles, évoquée par Hala à l'instant, la sécurité. Mais donc ça veut dire qu'il faut que ce nouveau pouvoir montre patte blanche, convaincre les États-Unis pour que les États-Unis lèvent les sanctions. Alors la première chose, c'est qu'il faut intéresser les États-Unis. Cette administration, voilà, le dossier syrien clairement n'est pas prioritaire. Donald Trump a eu ce mot où il a dit la Syrie, c'est pas un pays ami, nous on s'en occupe pas. Ça a été perçu comme une espèce de feu vert aux voisins pour qu'eux s'en occupent. Chose qu'ils n'ont pas manqué d'entendre et de faire. On citait tout à l'heure l'État hébreu et la Turquie. Mais donc il faut qu'ils s'y intéressent. On est dans un moment pivot pour les Américains parce qu'ils sont partagés entre un grand moment de désengagement. Il y a 2000 Américains officiellement au sol. Il y a cette idée, le chiffre évoqué, c'est une division par 2, ce qui laisserait 1000 Américains. Ils sont essentiellement dans le nord-est du pays, dans le cadre de l'opération Inherent Resolve, donc de lutte contre les reliquats de l'organisation État islamique. Mais en même temps, il est possible qu'ils repoussent cette échéance
parce qu'il y a les négociations qui sont en cours avec Téhéran sur le dossier du nucléaire, où ils utilisent dans une main le bâton, et donc il faut crédibiliser cette menace de frappe et de force, et retirer les hommes, ça ne crédibilise pas cette menace dont ils se servent dans le cadre de cette négociation. Donc c'est quand même un moment, j'allais dire, de bascule et d'hésitation. Et puis, la Syrie, on parlait aussi d'un narco-État sous Bachar el-Assad avec la production, le business du Captagon, là, qu'on surnommait la drogue des terroristes. Est-ce que ce commerce, il a cessé Alors, ça a été... non. Là, le nouveau pouvoir a mené des actions et une campagne d'éradication et de lutte contre tous les réseaux de trafiquants, ce qui était colossal. Mais bon... Ils ne sont pas à bout, apparemment, mais il y a eu des millions et des millions de cachets de Captagon. C'est un amphétamine, hein, c'est un comprimé qui ont été saisis ici ou là, brûlés, jetés, et tout ça. Maintenant, c'est pas complètement gagné parce que... les réseaux de trafiquants sont encore en place. Il y a un passage par le Liban aussi, puisque la Hezbollah était souvent partenaire de ce trafic. Mais certains, ça a été un des premiers... Un mot, Gallagher, ensuite on parle des chrétiens. Très vite sur le Captagon, ça m'a marqué quand Ahmed El-Shara, il est à Damas et qu'il fait son fameux discours à la mosquée des Omeyyades. Donc quand il vient de prendre le pouvoir. Oui, et il parle de la lutte contre justement le narcotrafic et le Captagon en particulier. Et ce que ce moment, me semble-t-il, a révélé, entre autres, c'est qu'il y avait une sorte de mythe sur le fait que c'était les djihadistes qui s'en chargeaient, qui étaient dopés au Captagon, qui combattaient, etc. Alors que quand l'organisation État islamique perd son contrôle territorial, on n'a pas retrouvé des dizaines et des dizaines d'usines de fabriques de Captagon, alors que quand Al-Assad et les loyalistes perdent le contrôle, c'est là qu'on trouve toutes les usines de Captagon et qu'on se... Donc c'était vraiment un business créé par Bachar. Oui, et qu'on prend conscience du lien, j'allais dire, intime entre le clan Assad et ce business qui avait, comme vous l'avez dit, fait de la Syrie un véritable narco-État. Alors, on se pose la question du risque de fragmentation, la Syrie au bord de l'implosion. On va donc s'intéresser à un certain nombre de communautés. Et on commence avec vous, Sophie. Vous nous parlez des chrétiens de Syrie. Eh bien, évidemment, parce que cette année, et ce n'est pas toujours le cas, hein, les calendriers juliens et grégoriens coïncident. Et donc, c'est une fête dans la fête pour les chrétiens, parce que ce dimanche, orthodoxes et catholiques vont fêter Pâques ensemble. C'est-à-dire la résurrection annoncée du Christ en Syrie comme ailleurs, en Orient comme en Occident. Les chrétiens dans ce pays forment une communauté autochtone présente depuis plus de 2000 ans dans toutes les grandes villes, dans le désert, sur la côte. C'est vraiment une spécificité. Ils sont à peu près partout. Je devrais dire, ils restent partout, en tout cas un peu. Parce qu'ils étaient une minorité en Syrie, ils le sont encore plus. C'est sans doute, et c'est de fait la communauté qui s'est le plus réduite par rapport à ce qu'elle représentait avant la guerre. Oui, avec vous me donniez ce chiffre, le nombre de chrétiens qui a baissé de 70% depuis 14 ans. C'est un drame pour cette communauté que l'on a dit protégée par le régime d'Assad, mais qui était opprimée comme les autres et qui a subi les exactions de Daesh. Tous qu'ils sont de la bourgeoisie d'Alep, n'est-ce pas, aux populations les plus pauvres, ils ont été victimes. Et ce n'est pas qu'une catastrophe pour eux, humanitaire, c'est aussi une catastrophe pour la Syrie, en tout cas très dommageable, au-delà bien des confessions. Les chrétiens dans ce pays, en effet, ont mené une action importante en matière d'éducation par leur réseau d'écoles ouvertes à tous et de toutes les confessions, en matière d'émancipation des femmes aussi, comme en matière de santé publique, avec plusieurs grands hôpitaux tenus par des chrétiens. Ont-ils aussi ou jouent-ils aussi un rôle diplomatique ? Absolument, et bien comme un pont entre l'Orient et l'Occident. On le sait, ils ont joué notamment, là on parlait d'un rôle central de travail à la réconciliation, ou en tout cas ils y participent dernièrement en essayant de discuter entre tout le monde après les massacres des Alaouites dont nous parlions. Sauf qu'en fait ils ne sont pas seulement menacés de disparition, ils sont aussi otages de quelques-uns en Occident. Et là, je cite, il y a chez nous en France et en Europe une instrumentalisation de cette communauté par l'extrême droite pour des raisons identitaires d'affrontements culturels, regrette et dénonce Vincent Gelot, directeur Syrie de l'ONG catholique
catholique, l'œuvre d'Orient. Il est l'auteur d'un reportage graphique sur la Syrie qui a été publié en mars chez Gallimard et que je vous recommande parce qu'il est très intéressant sur la Syrie. Et il regrette d'ailleurs un même type d'instrumentalisation idéologique ou politique de la détresse des populations à Gaza, par exemple. Karim Emile Bitar, sur ces chrétiens de Syrie, j'allais dire, est-ce qu'ils risquent de devenir une cible de ce nouveau pouvoir islamiste? Et quand je dis ça, est-ce que je suis dans la récupération ou la manipulation dont parlait Sofiane? Alors ça, c'est un sujet qui me tient personnellement à cœur. Ouais. Moi, je rejoins tout à fait cette citation de Vincent Gello. Absolument. L'œuvre d'Orient fait un travail absolument remarquable dans la région. Les minorités religieuses dans cette région du monde, et les chrétiens en particulier, ont été victimes en permanence de récupération et d'instrumentalisation, soit par des puissances étrangères, soit par des régimes autoritaires, totalitaires de cette région. Le régime Assad a tenté de se protéger, de se présenter aux yeux de l'Occident comme protecteur des minorités religieuses. Il n'en est rien. C'est un régime qui a réprimé très brutalement les chrétiens libanais, mais d'après certains démographes, avant même le début de cette révolution syrienne, les chrétiens n'étaient plus que 4,6% de la population syrienne, alors que le chiffre officiel, c'était 10-12%. C'est Youssef Kourbach de l'INED qui avait pointé cela. On n'a pas de chiffre précis, mais ce qu'on sait, c'est que certains chrétiens syriens, notamment la hiérarchie de l'Église, s'est trop rapprochée du régime, alors même que dans le bas clergé, beaucoup sympathisaient avec les révolutionnaires syriens. Et un homme remarquable en a payé le prix, c'est le père Paolo, qui a disparu pendant cette terrible guerre. Donc c'est une simplification de dire ils sont chrétiens, donc ils sont sous la menace d'un pouvoir islamiste? Non, c'est pas une simplification parce que les deux, l'un n'exclut pas l'autre. Comme ils ont été persécutés ou manipulés ou instrumentalisés par les régimes, il y a en effet des courants extrêmement radicaux dans cette nouvelle Syrie. D'ailleurs, l'un des sujets de clivage, c'est que faire de toutes ces légions étrangères. 60% des Syriens préféreraient qu'ils soient renvoyés chez eux, mais les autorités actuelles souhaitent les intégrer dans l'armée régulière en disant ils se sont battus avec nous, c'est des gens qui venaient de dizaines de pays à travers le monde. Oui, donc cela pourrait représenter une menace pour les chrétiens. Avec certaines, certaines milices, je vous redonne la parole tout de suite à mais certaines de ces milices islamistes qui jugent que le nouveau pouvoir, il est presque trop mou, quoi, ou trop tendre. Il y a ça aussi comme discours. Et qui menace avant tout Ahmed El-Shara. Je pense que sa vie, elle est clairement mise en danger. Je parlais des moyens, des effectifs à la fois matériels et humains très limités dont il dispose. Lui, je pense que sa vie, elle est en danger. Cette logique que vous avez exposée, elle s'applique également aux Druzes, aux Alaouites, aux Kurdes. On va parler des Kurdes dans un instant. Donc, effectivement, après, sur la population chrétienne, clairement, et c'est l'un des drames, c'est le drame dans les tragédies, ça fait l'objet de multiples manipulations qui ne servent en rien la juste cause, à savoir de sa permanence dans cette région où sa présence est effectivement millénaire. Alors, il y a une seule femme dans le gouvernement, le nouveau gouvernement à la Kodmani. Un grand portrait d'elle demain dans Libération. Bon, très bien, voilà, et on le lira avec beaucoup d'intérêt. Et elle est chrétienne. Elle s'appelle Hind Kabawat, c'est ça? Oui. Qui est-elle? C'est une femme que je connais très bien depuis longtemps, qui a été dans l'opposition et dans la société civile syrienne. Elle est juriste au départ, qui a fait toutes sortes d'études. Elle a vécu longtemps au Canada, entre le Canada et la Syrie, puis elle s'est inscrite dans l'opposition dès le départ. C'est une très forte personnalité. Sur la photo du gouvernement, c'est marquant. Parce qu'il n'y a que des barbus en costume sombre. Elle est très grande, exactement. Elle est seule parmi 22 barbus. Oui. Et elle est plus grande que tous, ou presque. Pas que Chara, quand même. Et puis, bon, elle est très dynamique. Elle a beaucoup de relations. Elle a construit un réseau extraordinaire tout au long de ces années où elle a été dans divers groupes de l'opposition, des négociations, que ce soit avec les organisations de l'ONU, la société civile, l'Union européenne, enfin bon. Donc elle est vraiment... elle a le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est pas accessoire comme dans un gouvernement. Donc bon, elle est la seule femme, elle a protesté, m'a-t-elle dit, dès la première réunion sur le fait d'être la seule femme. Elle était la seule, oui. Et d'ailleurs, mais elle remplit beaucoup de place, ça. Et d'ailleurs, la liberté des femmes en Syrie, elle n'a pas été rognée par le nouveau pouvoir.
Aucune. Non, là vraiment, il n'y a pas. Mais très bien. Alors, il y a le problème. Voilà, s'il y a des fantasmes, de la participation. Oui. Ces islamistes ne savent pas ce que c'est de travailler avec les femmes, quoi. Donc, le fait de leur participation, que ce soit au gouvernement ou dans l'administration ou dans différentes choses, c'est très compliqué. Mais donc, j'essaie de comprendre. Ils forcent leur nature pour montrer patte blanche à la communauté internationale et voilà, parce que soyons pas naïfs non plus, quoi. Pardon, il n'y a pas que la société, que la communauté internationale. C'est une revendication des Syriens, des Syriennes surtout. Oui, bien sûr. C'est vraiment bon. C'est les femmes syriennes. Elles sont organisées. Là, il y a une organisation justement de femmes politiques syriennes pour la politique. On y a des avocates, très actives, et donc non, il n'y a pas eu de restriction sur les femmes. La seule chose que j'ai vue qui m'a surprise, c'est parce qu'il y a beaucoup de queues qui se forment devant les distributeurs de billets, parce que les gens ne peuvent retirer qu'une partie de leur salaire toutes les semaines. Et là, j'ai vu 2 queues séparées, des hommes d'un côté, une femme de l'autre. Mais pas bon après, non plus. J'ai regardé les autres, c'était pas le cas. C'était juste une exception. Bon. Des fois, c'est une revendication pour qu'il n'y ait pas de harcèlement. Encore un mot, Galia Fenwick, et puis on parle des Kurdes. Sur le sujet des femmes et des chrétiens, bien sûr que la population fait partie du premier groupe auquel le pouvoir s'adresse, mais à travers cette figure, je pense, et je parle sous votre contrôle, Hala, qu'il y a une attention particulière qui est portée parce que ça nous parle à nous et qu'on est très attentif, et par nous, j'entends l'extérieur, sur ces 2 sujets, le traitement des femmes et le traitement des minorités chrétiennes. Allez, parlons de la communauté kurde tout de suite avec Alexandre Poussard. Rebonsoir Alexandre. Rebonsoir Thomas. Il y a un mois, le nouveau dirigeant syrien a signé un accord politique avec les Kurdes de Syrie, évidemment important pour l'unité du pays. Oui, on le rappelle, il y a 2 millions de Kurdes qui vivent en Syrie, soit à peu près 10% de la population. Ils occupent environ un tiers du territoire au nord-est du pays. Et ce territoire, il est administré de manière autonome par les Kurdes depuis le début de la guerre civile en 2011 et il est défendu par une armée, les forces démocratiques syriennes, et cette armée, elle a chassé l'État islamique de certains de ces bastions syriens pendant la guerre avec le soutien des Américains et des Européens. Et le 10 mars dernier, effectivement, Ahmed al-Shara, le président syrien par intérim, et le chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, ont signé un accord politique qui intègre l'administration autonome kurde au sein de l'État syrien et de toutes ses institutions civiles. Il reconnaît également la communauté kurde comme une composante de la Syrie et lui garantit sa citoyenneté et ses droits constitutionnels. Alors en quoi cet accord il est crucial pour le nouveau pouvoir ? Alors déjà, c'est un rapprochement entre des camps complètement opposés. À droite, ces 2 hommes qui signent un accord. À droite, il y a le président syrien Ahmed al-Shara. Eh bien, lui, il a combattu parmi les djihadistes au sein d'Al-Qaïda. Et à gauche, vous avez Mazloum Abdi qui, le kurde, lui, a fait la guerre contre les terroristes de Daesh. Et puis, on le rappelle, dans l'armée kurde, il y a également des femmes qui combattent, ce qui est impensable pour les islamistes. Ensuite, cet accord avec les Kurdes, il est stratégique pour Ahmed al-Shara car il intervient quelques jours après les massacres d'Alaouites par des milices sunnites proches du pouvoir. Et donc, avec cet accord, le président syrien montre qu'il est là pour garantir l'unité du pays et la prise en compte des minorités. Et puis, les Kurdes sont assis sur un territoire avec des ressources. Ils contrôlent des champs de pétrole, de gaz, de blé, qui sont stratégiques pour le nouveau gouvernement dans la reconstruction du pays. Oui, mais alors, ce mariage entre le nouveau pouvoir syrien et les Kurdes, on va le voir, il est encore très fragile. Oui, on en parlait il y a 2 semaines. Le nouveau gouvernement a été présenté avec certains ministères qui ont été confiés à des personnes représentant les minorités chrétiennes, druzes, alaouites et un ministre kurde. Mais les principaux postes clés sont pour les fidèles islamistes proches d'Ahmed al-Shara. Et cela ne convainc pas l'administration autonome kurde. Regardons sa réaction. Tout gouvernement qui ne reflète pas la diversité et la pluralité du pays ne pourra assurer une gestion saine de la Syrie. Par conséquent, nous ne nous considérons pas concernés par l'application ou l'exécution
l'exécution des décisions émanant de ce gouvernement. Donc l'intégration des Kurdes à l'État syrien est encore très fragile, d'autant que le territoire kurde au nord-est de la Syrie est encore bombardé actuellement par l'armée turque et ses supplétifs syriens qui sont situés au nord du pays, car le président turc Erdogan n'accepte pas que ses ennemis historiques kurdes contrôlent un territoire à la frontière entre son pays et la Syrie. Oui, merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations. Évidemment, il faut parler d'Erdogan, du président turc Karim Emin-Bitar. Là, on voyait sur la carte cette zone contrôlée par son armée. Elle s'étend, cette zone. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et surtout, quelle est sa stratégie avec cette communauté kurde dont, enfin, ça fait des années que lui, mais aussi ses prédécesseurs, veulent surtout pas qu'il y ait un État kurde qui pourrait rogner sur le territoire turc, en fait. Exactement. Pour la énième fois de leur histoire, on a le sentiment que les Kurdes sont pris en tenaille entre un régime turc et un régime syrien qui aura du mal à chasser le naturel. Il y a eu quand même un système jacobin, autoritaire, centralisateur, qui pendant longtemps a empêché les Kurdes de transmettre leur propre langue à leurs enfants. Aujourd'hui, on prétend vouloir s'orienter vers une Syrie plus inclusive, mais vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas être naïf. Je ne pense pas qu'on puisse changer son ADN du jour au lendemain. Donc ça m'a fait un peu rigoler quand M. Al-Shara a dit oui, quand j'avais 20 ans, j'étais djihadiste, mais aujourd'hui j'ai changé. C'est comme en France, on nous dit qui n'est pas communiste à 20 ans n'a pas de cœur, qui le reste après 40 ans n'a pas de tête. Donc on a le sentiment que c'était un communicant français ou qatari ou turc qui lui a soufflé ces éléments de langage en lui disant c'est comme ça que tu vas convaincre l'opinion publique occidentale, tu dis que tu as fait des erreurs de jeunesse mais que tu as évolué. Il a peut-être évolué lui-même, mais dans son entourage, je ne suis pas certain que dans sa base, tout le monde ait évolué. Et il y a des gens qui ont encore une revanche à prendre contre les Kurdes, contre les autres minorités, etc. Donc le défi de la Syrie aujourd'hui, ce sera de maintenir son unité, de ne pas aller vers une fragmentation sur une base ethnique ou communautaire, mais en même temps de sortir de ce rouleau compresseur jacobin qui empêchait les minorités de respirer et qui tentait de leur imposer par le haut une vision du monde qui n'est pas la leur. Donc ça veut dire à la Kodmani que les Kurdes ne se sentent pas vraiment représentés au sein de ce gouvernement, c'est ça? Je crois qu'il y a surtout de la mauvaise foi totale des deux côtés, entre le gouvernement, enfin le régime et les Kurdes. Ils ont chacun leurs intentions. Ils se retrouveront difficilement. Les preuves de force, même après avoir signé l'accord, comme on a vu, tout d'un coup, tout a dégringolé, parce que dans la déclaration de la Constitution, on a redit qu'il s'agissait de la République arabe syrienne. Et là, les Kurdes, tout de suite, se sont braqués. Comment ça, République arabe syrienne? Et nous, alors, on n'est pas des Syriens, on ne fait pas partie de la République. Côté Ahmad al-Shara, bien sûr, il veut récupérer des territoires, parce que c'est vrai que ça veut dire que cette partie qu'on a vue sur la carte, il ne la contrôle pas aujourd'hui. Oui, mais les Kurdes, la partie qu'on a vue, qui est contrôlée par les forces kurdes, c'est toute la partie gagnée sur l'État islamique. C'était le territoire du califat, entre guillemets. Mais ça inclut plein de zones qui ne sont pas kurdes du tout, où il y a très peu de Kurdes, et où il y a beaucoup, au contraire, une majorité d'Arabes, où les gens ne sont pas très d'accord d'avoir un pouvoir kurde. Ils le subissent depuis plusieurs années, mais ils ne sont pas contents non plus. En plus, ce territoire kurde, il y a beaucoup de richesses. Il y a un peu de pétrole, enfin, ce qui reste de pétrole syrien qui est en très mauvais état. Mais il y a quelques jours, par exemple, il y a un immense barrage hydroélectrique sur l'Euphrate qui était contrôlé par les Kurdes parce que c'était dans leur zone. Et là, ils ont été obligés de le rendre à l'État central parce que c'est quand même le barrage hydroélectrique. Quand on voit le problème de l'électricité, ils ne peuvent pas garder ça. Donc forcément, les Kurdes ont trop grandi. Et maintenant, leurs ambitions ont grandi avec. Maintenant, ils doivent se rétrécir, et c'est très dur pour eux. Et en même temps, ils n'arrivent pas à négocier. Et encore une fois, il y a de la mauvaise foi des deux côtés. Avec quand même une carte dans le jeu des Kurdes, sont quand même ces
ces milliers de combattants, d'anciens combattants de Daesh, c'est ça, qui sont surveillés par les Kurdes. Bon, alors je ne veux pas être catastrophiste, mais enfin quand même, il y a potentiellement là un danger avec des Français. Non, la France n'a pas très... Potentiellement un danger si on les laisse. Tout à fait. Ils savent qu'ils ont cette carte dans la main et on l'a vu ressurgir tout récemment et de manière assez éclatante quand les États-Unis ont décidé de couper tous les fonds de USAID et qu'ils se sont rendus compte que les salaires, notamment des Kurdes, donc des geôliers, des membres de Daesh, venaient, si vous voulez, directement depuis ces subsides-là. Et donc, Marco Rubio a fait un communiqué en disant non, on va faire des exceptions, on est en train de se pencher là-dessus, etc. Donc là, on en a repris conscience. Les Kurdes le savent. C'est combien de prisonniers, d'anciens combattants de Daesh je pense que ça doit être 20, 30, 20 000 peut-être, grand maximum. C'est beaucoup. Grand maximum. Non, c'est beaucoup. C'est conséquent, c'est quelque chose, dont des Français, je le redis. Mais non, ce que j'allais dire, c'est, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Hala, bien évidemment, mais je pense qu'il y a quand même une convergence entre Mazloum Abdi, qu'on a vu qui signe l'accord, et Al-Shara. Donc le Kurde et le nouveau président, oui. Parce qu'en fait, les Kurdes, rappelez-vous que le premier mandat de Donald Trump, les Américains font des pare secs qui laissent les Kurdes en rase campagne. Si les Américains requittent, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les Kurdes se retrouvent quand même très isolés. Et c'est vrai, vous avez raison, dès que Bachar y tombe, on a vu les populations locales se soulever contre certains membres des populations locales, se soulever contre les Kurdes dans cette région, contre les FDS, parce qu'ils n'en sont pas contents du tout. Donc les Kurdes, ils ont quand même un intérêt, et surtout il y a une autre menace, elle est turque, de l'autre côté de la frontière, à se protéger, à se prémunir par rapport à ça. Pareillement, parce que vous évoquez, vous avez raison, le contrôle que Ahmed al-Shara, le président, il opère sur le pays, le contrôle, c'est aussi l'influence, l'adhésion, l'acquiescence. Et s'il arrive à embarquer les Kurdes, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'intégration dans les forces du pouvoir et une forme d'adhésion, on a quelque chose qui se consolide. Si ça se fragilise, apparemment, perte de contrôle et danger des deux côtés. Moi qui connais, et ô combien beaucoup moins bien que vous, ce pays, en vous écoutant, et c'est passionnant, je me dis que sans pouvoir fort, l'implosion est obligatoire. Est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que ça ? Le drame de ce type de période, c'est qu'il y a immédiatement un immense enthousiasme après 60 ans de dictature baathiste. Et comme il n'y aura pas forcément de lendemain qui chante, il y a un risque que chacun ne finisse par se replier sur sa tribu, sa communauté. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux car c'est un pays où il y a une imbrication extraordinaire. Ce serait illusoire de penser qu'on peut garer les Alaouites dans une partie, les Kurdes ailleurs, les Sunnites, etc. Il y a eu l'exode rural, il y a eu un brassage assez extraordinaire. Donc le grand défi sera de maintenir l'unité de la Syrie, mais dans le cadre d'un système respectueux de la diversité, du pluralisme. Et il faudra des pressions internationales très fortes pour éviter qu'on retombe dans un système autocratique. Hala Kodmani, est-ce que vous êtes un peu optimiste quand même ? Ah oui, non, je suis... Ce qui me rend optimiste, d'après tout ce que j'ai vu, malgré tous les problèmes qu'on a évoqués, c'est l'énergie des Syriens. Il y a une vraie volonté de réussir quelque chose. Et tout le monde, on est condamné à l'espoir, là. On peut pas. Ça peut pas. Si ça rate, ça ira très mal. Et donc, on voit toutes les élites, que ce soit les intellectuels, les compétences, les expatriés qui reviennent, qui prennent des initiatives, les médecins qui remettent en place le système de santé venu des États-Unis, d'Europe, etc., les médecins syriens. Et donc, dans tous les domaines, il y a une énergie, une volonté de réussir, de s'en sortir, qui est très encourageante. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des gros problèmes qui dépassent tous ces gens-là et que ça ne suffira pas. Mais bon, il faut y croire. C'est comme disent, oui, condamné à l'espoir, je partage. On n'a pas du tout parlé, c'est très bien, il est plus sur la photo de Bachar el-Assad. Il est où ? Il se cache en Russie, c'est ça ? Il est en Russie. Alors justement, j'allais dire qu'il y a quand même des puissances majeures qui ont un intérêt à la déstabilisation du pouvoir actuel et qui jouent la division. On a parlé de l'occupation par Israël de terres dans le sud de la Syrie. L'Iran également.
également. Et effectivement, la Russie, elle, en revanche, joue alors là vraiment la carte de la réalpolitik afin de garder ces deux présences, Khmim et Tartus. Et les Russes sont, et ça peut surprendre, et ça montre qu'Ahmed al-Shara, il sait faire de la politique et de la géopolitique, les Russes restent pour l'instant présents sur place. Et le président Poutine a appelé au moins à 2 reprises le nouveau président syrien. Et ils font tampon en ce moment entre les Turcs et les Israéliens. Oui. Ce pays est ultra complexe et ultra passionnant. Merci beaucoup d'être venus nous éclairer les uns et les autres pendant ces 3 quarts d'heure de Sens Public. Je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Public Sénat. Rendez-vous lundi pour un nouveau Sens Public, 18h, 22h. D'ici là, vous pouvez retrouver nos débats sur publicsénat.fr. Il y en a plein d'autres, des débats passionnants. Vous pouvez nous réécouter en podcast également. Et puis notez que Frédéric Salabarou et Éric Azan seront les invités d'Oriane Mancini dans la matinale demain pour leur livre Révolution par les territoires. Belle soirée.